le fils de la rue. En tant que père, mon cœur a toujours été empli du souhait profond que mon fils connaisse la santé, le bonheur et une vie épanouie. Pendant longtemps, c'était le cas. Après avoir brillamment terminé ses études, il s'est marié et a fondé sa propre famille. Mais tout a basculé le jour où sa femme l'a quitté. Depuis, mon fils a sombré dans l'alcool, perdant peu à peu tout ce qu'il avait bâti, son travail, son logement, jusqu'à devenir un sans-abri. Aujourd'hui, je ne le vois plus, je ne trouve plus le sommeil, rongé par l'inquiétude, et mes larmes coulent en silence dans la nuit. Chaque fois que je croise un sans-abri, mon cœur se serre, et je lève les yeux avec l'espoir déchirant de reconnaître son visage. J'aimerais vous partager cette histoire, marquée par la douleur et la tristesse des parents qui cherchent désespérément leur enfant. Avec ma femme, nous nous sommes mariés très jeunes, et rapidement, notre petite famille s'est agrandie avec la naissance de nos 3 enfants, un garçon et 2 filles. Notre fils aîné, Michael, était un garçon doux, obéissant et particulièrement sérieux dans ses études. Dès l'âge de 12 ans, nous pouvions compter sur lui pour veiller sur ses sœurs en notre absence. Après des années de travail acharné, nous avons finalement acheté une maison pour offrir un foyer stable à nos enfants. Une maison pleine de vie où régnait l'harmonie. Nos enfants étaient heureux et grandissaient entourés d'amour. Michael a poursuivi ses études, choisissant de se lancer dans la pharmacie. C'est durant cette période qu'il a rencontré celle qui deviendrait sa femme. Après leurs études, ils se sont mariés. Tout semblait aller pour le mieux. Nos filles, quant à elles, ont quitté la maison à leur tour, laissant ma femme et moi seuls dans notre grande maison devenue trop vide. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de la vendre pour acheter une petite maison à la campagne, un endroit paisible où planter des arbres fruitiers et cultiver un potager, un rêve que nous caressions depuis longtemps. Pendant ce temps, Michael et sa femme ont fait construire leur propre maison et ont eu 2 enfants, une fille et un garçon. Mais un jour, le ciel s'est assombri. Sa femme lui a annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre et qu'elle souhaitait le quitter. Ce fut un choc pour Michael. Une violente dispute a éclaté et très vite, ils ont engagé des avocats pour mener une bataille acharnée autour de la garde des enfants et du partage des biens. Finalement, la garde a été confiée à sa femme et tout ce qu'ils possédaient, y compris leur maison, a été vendu. Le plus douloureux pour nous, c'est que Michael a traversé cette épreuve en silence. Il n'a rien partagé, il a tout gardé pour lui. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il traversait. Ce n'est qu'après avoir remarqué qu'il ne nous appelait plus depuis plus de 2 mois que nous avons commencé à nous inquiéter. Nous avons tenté de le joindre à plusieurs reprises, sans succès. Désespérés, nous avons contacté l'un de ses amis vivant dans la même ville. Cet ami, inquiet lui aussi, est alors allé le voir. Lorsque son ami est arrivé devant chez Michael, quelque chose clochait. La maison, autrefois si accueillante, semblait abandonnée. Les volets étaient tous fermés. La façade semblait négligée. Pourtant, la voiture de Michael était garée là, devant la maison. L'angoisse a commencé à monter. Il a sonné à plusieurs reprises, mais aucune réponse. L'inquiétude grandissant, il a sorti sa lampe de poche et a tenté de regarder à travers les fenêtres. À travers la pénombre, il a cru distinguer une silhouette, un homme étrange. Le doute s'est mué en peur. Il m'a alors immédiatement appelé, la voix tremblante, me suppliant de venir au plus vite pour forcer la porte et découvrir ce qu'il se passait à l'intérieur. Mon cœur s'est aussitôt emballé. J'ai essayé de joindre Michael, puis sa femme, mais aucun d'eux ne répondait. À ce moment-là, 1000 scénarios terribles ont traversé mon esprit. Quelque chose de grave avait forcément dû arriver. Ma femme et moi n'avons pas perdu une seconde. Nous avons pris la voiture, le cœur lourd, pour parcourir les 3 heures de route qui nous séparaient de chez Michael, chaque kilomètre alimentant davantage notre angoisse. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison de Michael, son ami nous attendait toujours, l'air soucieux. Mon cœur battait à tout rompre alors que nous nous précipitions vers la porte. Nous avons frappé, encore et encore, mais personne ne répondait. L'inquiétude se transformait en désespoir. Exaspéré, j'ai crié de toutes mes forces, ordonnant à Michael d'ouvrir, mais le silence restait pesant. C'est alors que ma femme, bouleversée, s'est effondrée en larmes. Entre ses sanglots, elle a supplié. « Michael, je suis ta mère. S'il te plaît, ouvre la porte.
Je veux juste te voir. Ouvre, mon fils. » Ces mots, imprégnés de douleur, ont finalement brisé le silence. Lentement, la porte s'est ouverte et Michael est apparu. Ce que nous avons vu nous a glacé le sang. Ses yeux étaient éteints, vides. Il ne s'était pas rasé depuis longtemps. Ses cheveux étaient en bataille et il semblait ne pas avoir pris de douche depuis des jours. En rentrant dans la maison, nous avons découvert un véritable cauchemar. Des ordures jonchaient le sol, des mouches volaient dans la pièce et des asticots grouillaient parmi le reste. Des bouteilles d'alcool vides étaient éparpillées un peu partout et il n'y avait qu'un matelas posé à même le sol et une petite télévision allumée projetant une lumière blafarde dans la pièce. Une odeur insoutenable emplissait l'air. Ma femme, dévastée, s'est précipitée pour ouvrir les fenêtres. Michael, lui, n'a pas dit un mot. Il retourne et s'allongeait sur son matelas, comme si nous n'étions pas là. Je me suis approchée de lui, le cœur serré, et lui ai demandé doucement ce qui se passait. Sans même me regarder, il a murmuré qu'il n'avait pas envie de parler, nous demandant de partir, affirmant qu'il allait très bien. Ma femme, en larmes, a tenté de savoir où étaient sa femme et ses enfants. D'une voix froide, il a simplement répondu qu'ils étaient partis, sans vouloir donner plus de détails. Déterminée malgré la tristesse, ma femme a commencé à ramasser les ordures. Nous avons rempli 5 ou 6 sacs poubelles que nous avons déposés dehors. Chaque geste était une tentative désespérée de le sortir de ce chaos. Nous avons tenté de le convaincre de rentrer avec nous, mais il a refusé catégoriquement. Nous sommes restés là, à essayer de le raisonner, à lui tendre la main, mais chaque mot semblait glisser sur lui, sans effet. Lorsque la nuit est tombée, épuisés et démunis, nous avons dû nous résoudre à partir, le cœur brisé, laissant Michael dans cette maison qui n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. C'est en appelant ses beaux-parents que nous avons appris la vérité déchirante. Michael et sa femme avaient divorcé. Sa femme, avec les enfants, vivait désormais dans un petit appartement en location. Leur maison, celle où ils avaient construit tant de souvenirs, avait été vendue. Pourtant, Michael, refusant d'accepter cette réalité, s'accrochait désespérément à ce lieu qui n'était plus le sien, et continuait à y vivre comme un étranger dans sa propre vie, squattant une maison qui ne lui appartenait plus. Ma femme, rongée par l'inquiétude, ne pouvait rester les bras croisés. Elle passait des heures en cuisine, préparant des plats remplis d'amour, espérant qu'il pourrait au moins nourrir son corps, puisque son cœur semblait s'y briser. Tous les 3 jours, elle se rendait chez lui, déposant discrètement les repas devant cette porte qui restait souvent fermée, espérant que ce geste silencieux pourrait l'atteindre. Puis, quand les nouveaux propriétaires de la maison devaient emménager, Michael n'avait d'autre choix que de partir. Il avait perdu son travail depuis longtemps et sa voiture avait été saisie. Il n'avait nulle part où aller. Nous sommes alors allés le chercher, déterminés à le ramener chez nous, là où il pourrait enfin trouver un refuge, et nous l'espérions, un chemin vers la guérison. Michael passait ses journées à boire, reclus dans notre sous-sol, refusant catégoriquement de monter à l'étage, comme s'il voulait se couper du monde, de nous. Chaque jour, il achetait des bouteilles d'alcool et passait ses journées, ses nuits, à boire, sombrant de plus en plus. Lorsque ses réserves étaient vides, il montait discrètement fouiller nos placards pour vider nos propres bouteilles, nous laissant impuissants face à cette descente aux enfers. Tout l'argent qu'il avait récupéré de son divorce, celui de la vente de leur maison et de leurs biens, partait dans l'alcool et les médicaments. Pharmacien de formation, il savait exactement quels médicaments contenaient des substances addictives, et il en abusait sans retenue. Il se laissait totalement aller, sa barbe poussait, ses cheveux devenaient longs et en bataille. Il refusait de se laver, de se raser, de prendre soin de lui. Nous avions beau tenter de le raisonner, lui parler, essayer de l'atteindre. Il restait muré dans son silence, imperméable à nos paroles, à notre inquiétude. Parfois, il disparaissait sans prévenir, quittant la maison sans un mot. À chaque fois, une panique sourde s'emparait de moi. Mon cœur s'emballait, craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Alors, je partais aussitôt à sa recherche, sillonnant les rues, l'esprit tourmenté. Parfois, je le retrouvais, déambulant seul, errant, dans la ville, comme une âme perdue. Mon soulagement, à chaque fois, était immense, mais aussi terriblement douloureux. Je le ramenais à la maison, sans un mot, espérant que ce geste suffirait à le ramener à la vie qu'il avait abandonnée. Mais hélas,
Chaque retour n'était qu'un bref répit dans une bataille que nous semblions déjà avoir perdue. Au fil des jours, Michael sombrait de plus en plus dans la folie. Chaque jour, la situation devenait plus terrifiante, plus insoutenable. Parfois, il nous menaçait, le regard perdu et rempli de colère. Il passait ses journées enfermé dans le sous-sol, coupé du monde, coupé de nous. Nous avions plusieurs fois envisagé de forcer la porte pour le faire sortir, mais la peur nous retenait. Michael avait un couteau, et à chaque fois, il nous avertissait froidement. Si nous osions entrer, il n'hésiterait pas à nous faire du mal. Nous étions paralysés par la terreur, réduits à cacher tous les couteaux de la maison. Nous avons tout tenté, épuisé toutes nos forces, mais en vain. Face à l'impuissance, j'ai dû prendre la décision la plus douloureuse de ma vie, appeler la police pour le faire interner de force. C'était la seule solution qui restait, mais ce choix me déchirait le cœur. Lorsque les policiers sont arrivés pour l'emmener, les larmes de ma femme ne cessaient de couler, un mélange de désespoir et d'amour impuissant. Voir notre fils, emmené comme un étranger, était une souffrance indescriptible. Chaque jour qui suivait, nous lui rendions visite à l'hôpital psychiatrique, espérant voir une lueur d'amélioration, guettant le moindre signe de réconfort. Au bout de quelques mois, son état semblait enfin s'améliorer, et l'hôpital a jugé qu'il était temps pour lui de sortir. Mais cette nouvelle, que nous avions tant espérée, s'est vite teintée d'amertume. Michael nous en voulait terriblement. Il ne pouvait nous pardonner de l'avoir fait interner, et il refusait de revenir à la maison. Malgré nos supplications, malgré les larmes de ma femme, il n'a pas cédé. Il est seulement venu récupérer ses affaires, nous tournant le dos avec une froideur qui brisait nos cœurs. Puis, sans un mot, il est parti, laissant derrière lui un silence lourd et une douleur que rien ne pouvait apaiser. Chaque soir, ma femme, désespérée, me suppliait de l'accompagner dans les rues, à travers les quartiers où vivent les sans-abri, dans l'espoir fou de retrouver Michael. Armés seulement de notre espoir et d'une photo de notre fils, nous la montrions à des inconnus, des passants, espérant que peut-être quelqu'un l'aurait aperçu. Mais à chaque fois, c'était le même silence, la même déception. Nous allions parfois à pied, dans les quartiers les plus pauvres, là où se rassemblaient les groupes de sans-abri. La peur nouait nos ventres, mais l'idée de retrouver Michael nous donnait le courage d'avancer. Chaque soir, ma femme s'agenouillait pour prier, demandant au ciel de protéger notre fils, de nous le ramener. Et chaque soir, nous rentrions, le cœur un peu plus lourd. Puis, un jour d'hiver glacial, alors que nous errions encore une fois dans les rues, nos regards se sont posés sur un petit groupe de SDF fouillant les poubelles. Parmi eux, un jeune homme nous a attiré l'attention. Mon cœur a bondi, et ma femme, d'une voix tremblante, m'a demandé de m'arrêter. Elle voulait s'approcher, espérant que ce soit Michael. Les mains tremblantes, elle s'est avancée vers lui et l'a interpellé en tendant un billet. L'homme a levé la tête, mais ce visage défiguré par la vie dans la rue n'était plus celui de notre fils. Il avait perdu des dents, ses traits étaient marqués par la saleté et la fatigue. Michael avait reconnu sa mère, mais ma femme ne l'avait pas reconnu sur l'instant. C'est seulement lorsqu'elle s'apprêtait à tourner les talons, le merci de Michael a brisé la glace. C'était lui. Elle a éclaté en sanglots, suppliant son fils de rentrer avec nous, de retrouver sa place auprès de nous. Mais Michael, d'une voix calme, presque détachée, a refusé, prétextant qu'il avait déjà un chez lui. Voir ma femme brisée devant son propre fils était insupportable. Elle pleurait tellement que j'ai eu peur qu'elle fasse un malaise. J'ai dû la ramener à la maison, laissant derrière nous Michael. Les jours suivants, ma femme, dévastée par l'absence de notre fils, ne pouvait plus rester sans agir. Elle a alors rejoint une association d'aide aux sans-abri, cherchant désespérément un moyen de se rapprocher de Michael. Chaque jour, elle participait à la distribution de nourriture, les yeux rivés sur chaque personne qui venait chercher un bol de soupe, espérant que ce soit lui. Mais lorsque Michael apparaissait enfin, dès qu'il apercevait sa mère, il s'enfuyait, refusant tout contact avec elle. Il ne voulait pas nous voir, ses propres parents. Ce rejet nous déchirait le cœur. Nous regrettions tant ce fils que nous avions connu, si brillant, si prometteur. Le voir aujourd'hui, réduit à vivre dans la rue, errant comme un étranger, était une douleur indescriptible. Chaque jour était une épreuve, mais Noël, les anniversaires, ces moments de famille étaient les plus cruels. À chaque fête,
Nous mettions toujours une assiette de plus sur la table, un gâteau de plus, espérant qu'il puisse un jour revenir. Mais l'assiette restait vide, et les bougies ne s'allumaient jamais pour lui. Aujourd'hui, notre fils vit toujours dans la rue, et cette réalité est une plaie béante dans nos vies. Ma femme, malgré tout, continue de lutter contre cette désespérance. Elle demande souvent à nos 2 filles d'aller le retrouver aux endroits où il fait la manche, de lui glisser un peu d'argent, malgré leur réticence. Nos filles lui répètent que cet argent sera sûrement utilisé pour l'alcool et la drogue. Mais ma femme, avec une détermination empreinte de douleur et d'amour, leur demande de continuer. Pour elle, tant que Michael reste en vie, c'est tout ce qui compte. Elle poursuit également son engagement comme un bénévole auprès des sans-abri, trouvant une forme de réconfort dans le fait d'aider ceux qui, comme notre fils, se battent pour survivre dans l'ombre de la société. Bien qu'elle ne puisse pas voir son fils, la compassion qu'elle déploie pour les autres lui offre un semblant de paix dans cette tourmente. De mon côté, j'ai décidé de partager notre histoire, non seulement pour évoquer la souffrance que nous vivons, mais aussi pour offrir un avertissement. Lorsque la vie vous plonge au plus bas, ne laissez pas l'alcool et la drogue devenir vos compagnons. Ils ne feront qu'amplifier votre douleur, vous éloignant encore plus de la lumière. Nous avons vécu ce chemin sombre, et si notre histoire peut éviter à d'autres de s'y engager, alors peut-être que tout ce désespoir aura servi à quelque chose.